Ok, merci Maggie, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette première édition d'Arcadis Discovery en ligne. Donc moi je m'appelle Michel Froment, j'ai intégré Arcadis en janvier 2020 pour une mission auprès de Bruxelles Mobilité où donc j'assiste en tant qu'urbaniste à une position un peu de pivot que j'aimerais avoir aujourd'hui. En tant qu'urbaniste, on doit comprendre le fonctionnement d'un territoire, c'est-à-dire comment il est structuré, par quel réseau, analyser les contraintes techniques de projet d'infrastructure, que ce soit une ligne de métro ou alors par exemple la rénovation d'un tunnel, et enfin connaître l'ensemble des besoins des usagers pour préserver la mobilité de tous, car il est hors de question, à cause d'un projet d'infrastructure, de complètement arrêter la mobilité sur un territoire. Ainsi, mon rôle est à la fois de comprendre les besoins techniques de différents chantiers et projets d'infrastructure pour pouvoir, en tout temps, préserver la mobilité des usagers sur un territoire, tout en permettant le développement des réseaux et la continuité de la mobilité. Donc cette présentation va s'axer sur plusieurs points. On va d'abord voir un peu qu'est-ce que c'est que la mobilité métropolitaine, de quoi parle-t-on quand on parle de réseau métropolitain. Ensuite, en deuxième temps, on va voir un peu le rôle du politique dans l'aménagement urbain et dans ces justement projets d'infrastructure. Enfin, on va se poser une question ensemble, à savoir que fait l'urbaniste au milieu de tous ces acteurs et de toutes ces problématiques. Et ensuite, pour que ce soit un peu plus clair, j'aimerais voir avec vous deux études de cas très concrètes qui me sont arrivées durant mon expérience au sein d'Arcadis et au sein de la mission pour Bruxelles Mobilité que je réalise. Pour commencer, quand on parle donc de mobilité métropolitaine, de quoi parle-t-on? On parle évidemment de réseaux routiers que l'on voit apparaître sur la gauche de l'écran, avec en rouge les voiries régionales et en vert les voiries communales. On parle de réseaux de transport en commun, où là on voit au centre de l'écran les réseaux d'infrastructures, donc de métro et de tram, et les réseaux en voirie, donc de bus qui prennent place. Et enfin, des nouveaux réseaux qui sont en construction et qui sont donc marqués par une profonde discontinuité. Je parle donc des réseaux cyclables que l'on voit apparaître à la droite de l'écran. Tous ces réseaux donc se superposent et créent la mobilité métropolitaine. Donc, en se superposant, ils créent des polarités urbaines ou des nœuds de mobilité, comme on peut le voir par exemple au centre de l'écran, où on voit sur la gare du Midi à la fois un nœud de transport important ferroviaire, à la fois un nœud de transport routier important, puisqu'elle donne directement sur la petite ceinture. Et évidemment, comme c'est une gare internationale et nationale, on peut imaginer que beaucoup de lignes de transport urbain se concentrent à cet endroit. Ainsi, donc, les réseaux métropolitains composent les différentes formes urbaines qu'on peut avoir, des quartiers résidentiels, des polarités urbaines ou encore des quartiers résidentiels, des quartiers d'affaires. Au milieu de tout ça, quel est le rôle du politique? Le rôle du politique est d'insuffler le développement des réseaux, comme c'est le cas, et on va le voir par la suite avec le prolongement de la ligne 3 au nord de Bruxelles. Et donc il peut agir directement sur les réseaux en favorisant l'extension de tel ou tel réseau, mais aussi il peut participer au développement de nouveaux usages, avec par exemple au centre de l'écran la journée sans voiture qui prend place une fois par an et qui permet à tout un chacun d'essayer, donc de favoriser l'usage des transports plus doux sur la mobilité bruxelloise. Enfin, en troisième temps, il peut aussi agir en réaction à un événement donné, comme on l'a connu dernièrement avec les coronapistes qui se sont déployés très rapidement suite à une volonté politique de favoriser une alternative au transport et de construire une mobilité résiliente sur l'ensemble du territoire bruxellois. Et on se rend compte que ces décisions politiques ont un réel impact sur la mobilité, puisque là on parle de chiffres entre septembre 2019 et septembre 2020. Bien sûr qu'il faut considérer le confinement et le télétravail, néanmoins on note 8% de baisse de la voiture individuelle, évidemment favorisée par le télétravail, moins 35% de baisse des transports en commun, favorisée également par le télétravail et par le fait qu'on a reçu des consignes d'éviter au maximum les lieux clos. Pour autant, 65% d'augmentation pour l'usage du vélo est favorisé à la fois parce que c'est un mode de transport alternatif et à la fois car le politique a su donner les moyens à ce que ce réseau et cette mobilité puissent se développer. Et donc, entre des grands projets d'infrastructure politiques et entre des mobilités et des pistes cyclables déployées très rapidement, on a aussi tout un tas d'impétrants, ce qu'on appelle donc des demandeurs de travaux, qui doivent entretenir les réseaux, les développer, les remettre en état. Donc on pense ici aux réseaux d'électricité et d'Internet comme Proximus, Elia ou Sibelgare, ou encore les réseaux d'eau et d'égouts comme Vivaqua. Et par exemple, les réseaux d'égouts sont strictement situés sous la voirie. Donc à chaque fois que Vivaqua doit intervenir
sur un réseau, sur un égout, donc, ou pour le remettre en état ou faire un nouveau raccordement à un nouveau client. Il doit donc immobiliser une ou plusieurs bandes de circulation et donc influer donc sur la mobilité dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc ainsi, que fait l'urbaniste? Eh bien, l'urbaniste, il est un petit peu au centre de tous ces éléments. Il doit à la fois, comme je vous disais, comprendre les besoins techniques de grands projets structurants. Donc par exemple, comment fait-on le prolongement de la ligne 3? Qu'est-ce que ça implique de construire une station souterraine sur la mobilité comme sur les quartiers environnants? Il doit aussi considérer la volonté politique, à savoir comment mettre en place des pistes cyclables, plus de 40 km de pistes cyclables sur des voiries qui ne sont parfois pas exactement faites pour. Préserver la mobilité, donc comme je vous disais, ne pas arrêter toute la ville ou toute la circulation sur une voirie parce qu'il y a un chantier qui est en action. Et dans le même temps, permettre la réalisation de chantiers d'entretien ou d'extension, donc qu'ils soient donc faits par des impétrants classiques, mais aussi par des particuliers. Maintenant, j'aimerais voir avec vous deux petites études de cas donc, qui représentent un peu la situation dans laquelle je vous ai présenté. Je vais commencer par l'avenue Charles-Quint, située à Kokelberg. Donc l'avenue Charles-Quint est un axe assez structurant de l'ouest bruxellois puisque c'est un accès direct à l'autoroute, au ring, et également c'est un axe privilégié pour accéder directement au centre de Bruxelles via donc les différents tunnels Léopold II et vers la petite ceinture. La volonté politique donc, qui a été marquée était de mettre en place des mesures d'accompagnement suite à la fermeture estivale du Léopold II. Le Léopold II est en travaux depuis 2018 et donc la municipalité bruxelloise, la région bruxelloise a décidé, pour contrebalancer le fait que l'ensemble du trafic soit reporté en surface, de mettre en place différentes mesures d'accompagnement afin de permettre de préserver la mobilité sur ce territoire-là. Le problème étant donc, que la volonté politique était de déployer une piste cyclable en double sens, mais à cause de la fermeture, estivale du tunnel Léopold II depuis 3 ans, Vivaquois avait dû reporter donc, depuis 3 ans ses interventions sur le réseau d'égouts sur cet axe de la ville, pouvant générer certains problèmes de pressurisation et simplement des problèmes de cohérence dans leur réseau. Pour finir, l'avenue Charles-Quint reste un centre de vie assez conséquent, avec près de 80 commerces qui sont installés tout son long, et donc il était impensable de simplement fermer cette rue et de préserver et de priver les commerces d'une manne importante de chiffre d'affaires. Donc ce qui a été décidé comme un accord avec donc la volonté politique, les intervenants du Vivaquois et les différentes responsables communaux, c'est donc de mettre en place une piste cyclable en prenant une partie de la bande de bus et en permettant aux cyclistes de rouler dessus. Ce qui fait qu'en fait, parfois, la solution n'est pas tant très technique que très simple. Néanmoins, il faut être capable d'aller voir ces différents acteurs, de comprendre l'ensemble des injonctions et des enjeux qui, eux, défendent, pour ensuite mettre tout ça sur le même pied d'égalité et pouvoir ensuite arbitrer sur une solution la plus optimale. Donc là, c'était très simple, il s'agissait simplement de mettre un marquage cycliste sur une bande bus, ce qui fait que les cyclistes pouvaient l'utiliser et que tout le monde était à peu près content sur cette situation. Le deuxième axe, donc, c'est un travaux de génie civil à la gare du Midi. Donc, dans le cadre de la prolongation de la ligne du métro 3, il y a une nouvelle station de métro qui va être créée à proximité de la gare du Midi, la station Tutzmann. Et ainsi, une partie du génie civil se situe sur la petite ceinture. Donc, on a donc un projet structurant qui est la création d'une station de métro et la création d'une station de tram, une volonté politique de préserver la vie de quartier et la mobilité durant toute la durée du chantier. Donc un chantier de génie civil, c'est à plusieurs années, là on parle au moins de 4 à 5 ans de génie civil. Et enfin, il s'agissait de préserver la mobilité de la gare du Midi, qui est donc, comme je vous l'ai dit en introduction, un nœud de mobilité majeur de Bruxelles, autant pour les flux dans la ville qu'à l'extérieur de la ville. La solution ici a été de travailler comme un accord avec les zones de police, les commerçants, les bureaux d'études techniques, afin de développer sur la petite ceinture une zone de chantier et créer autour de cette zone de chantier un système de gératoire assez technique, mais qui finalement permet tout un chacun de circuler. Autant les mobilités douces, donc les piétons et les vélos, que la mobilité en voirie avec l'ensemble des bus, des charrois de chantier auxquels il faut penser puisqu'un chantier s'approvisionne régulièrement, et des usagers automobiles très classiques. Ainsi, pour finir, on se rend compte que l'urbaniste a un peu un rôle
de grande vision. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur l'ensemble des projets qui sont autour de moi, que ce soit autant un petit projet d'infrastructure, autant un petit projet de Vivaqua ou de Elia sur une prolongation d'un réseau, qu'autant d'une compréhension, vraiment une compréhension technique assez fine de comment va fonctionner ce chantier de génie civil, quelle phase importante des travaux nécessitera d'avoir tel ou tel impact, et ainsi pouvoir arbitrer en trouvant un consensus, parfois technique, parfois assez simple, mais qui permettent de réaliser l'ensemble des travaux souhaités. Voilà, ça en est fini de ma présentation. Je vous laisse maintenant me poser des questions. Merci beaucoup, Michel, pour ta présentation. Les premières questions sont entre-temps arrivées. Donc, la première, je la lis tout de suite. Comment on détermine d'étendre telle ligne ou tel réseau de transport plutôt qu'un autre? Et en sous-question, pourquoi le vélo est autant privilégié dans les aménagements dernièrement? Eh bien, premièrement, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'on va choisir d'étendre un tel réseau de... Par exemple, la ligne 3 du transport à Bruxelles a été développée simplement parce qu'il y avait une absence de ligne structurante dans cet axe de la ville. Donc, en fait, on raisonne à la fois à l'intérieur du réseau, à dire, est-ce qu'il y a une ligne qui est particulièrement saturée? Est-ce qu'il y a une ligne qui est particulièrement mal entretenue et qui nécessite d'investir dedans? Et du coup, pourquoi pas en profiter pour l'étendre ainsi? Et donc, c'est à la fois un arbitrage, encore une fois, avec l'ensemble de ces parties, donc sur le politique et les détenteurs aussi, et les exploitants des réseaux de transport, pour favoriser un tel usage. Maintenant, pour la question du vélo, eh bien, c'est dire que le vélo est un réseau qui est assez performant dans le sens où, à la fois, pour commencer, le vélo s'aménage seulement avec des pistes cyclables, donc nécessite assez peu d'aménagement. Dans un deuxième temps, il permet d'influer à la fois sur d'autres aspects de la mobilité, à savoir la pollution atmosphérique, mais aussi la santé publique. Ainsi, en investissant sur le vélo, on investit à la fois sur la mobilité, mais aussi sur la santé publique, et en même temps sur la pollution atmosphérique. Ce qui fait que c'est un réseau qui est facile à développer, même si effectivement il est assujetti à plusieurs conflits, notamment en termes d'usage, puisqu'il nécessite de repenser un partage de la route. Néanmoins, il a un vrai atout pour se déplacer dans un contexte dense comme peut l'être Bruxelles. Merci beaucoup. Alors, on a également une deuxième question. Pourquoi les réseaux historiques sont les réseaux routiers et ferroviaires? Eh bien, quand on a commencé à développer les réseaux, on s'est avant tout posé la question de comment faire pour aller plus vite, plus loin. Et donc ainsi, la marche et les réseaux cyclables n'ont pas du tout été pensés comme des réseaux en tant que tels, même si aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a de réels besoins en termes d'aménagement, que ce soit pour la marche avec la présence de bancs, ou même le fait d'être en sécurité, le fait de marcher en sécurité la nuit avec un éclairage dédié, est aussi des aménagements qui nécessitent d'être considérés. Pour autant, c'est des aménagements qui ne sont pas vraiment d'ordre technique, mais plutôt de l'ordre sensible. Ainsi, les réseaux routiers et ferroviaires ont avant tout été tracés sur des cartes, et donc on n'avait pas encore cette sensibilité-là de l'individu à l'intérieur d'un réseau. C'est pourquoi, historiquement, on a développé donc ces grands réseaux. Et puis aussi, il y avait aussi un intérêt avant tout économique, de pouvoir se déplacer plus vite, plus loin, et pouvoir transporter plus facilement des matières premières, et donc aussi de la matière grise. Parfait, merci beaucoup. Une troisième question. Les réseaux dessinent le territoire ou est-ce le territoire qui dessine les réseaux? Eh bien, ça dépend où on se place. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Traffic Oriented Development, où là, en fait, ce sont des quartiers qui vont se développer à partir des réseaux de transport et à partir de l'extension des réseaux de transport. En Europe, vu que ce sont des villes plus historiques, on a d'abord une ville qui se développe, on a d'abord donc des humains qui habitent un territoire et qui l'animent. Et ensuite, dans un deuxième temps, le réseau va se développer de la même manière, un peu organiquement parlant. C'est-à-dire que plus la ville va se développer, plus le réseau va se développer de manière organique. Et c'est quelque chose d'assez particulier, c'est le fait d'avoir des villes très anciennes qui favorise cela. Donc ainsi, la question de l'œuf ou la poule en premier, en Europe, on ne sait pas vraiment répondre. C'est-à-dire que les humains développent les réseaux au fur et à mesure qu'ils les habitent, les territoires. Merci beaucoup, Michel. Je ne vois plus de questions pour l'instant. N'hésitez surtout pas à continuer à en poser. Michel est encore disponible ici quelques minutes. Je n'en vois toujours pas d'autres. Peut-être, Michel,
nous mentionner qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail en attendant une prochaine question. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Moi, ce qui me stimule, et notamment, donc moi, je travaille pour Bruxelles Mobilité. Et donc, en travaillant pour Bruxelles Mobilité, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je suis en contact avec vraiment beaucoup d'acteurs différents. À la fois des acteurs techniques, donc par exemple des chefs de chantier, des chefs de réseau d'égouttage de Vivapoix, comme je le mentionnais avant. Et à la fois, je suis aussi très proche donc, du politique et des instances décisionnaires, puisqu'en travaillant à Bruxelles Mobilité, c'est l'instance qui autorise ou qui n'autorise pas tel ou tel travaux à se faire. Et ainsi, ce qui me plaît en tant qu'urbaniste, et dans ma mission après avec Arcadis, c'est d'avoir cette proximité et cette balance entre une approche très technique de l'urbanisme et de la mobilité, et en même temps une traduction très politique. Donc en fait, qu'est-ce que fait la ville? Et en fait, en faisant ce métier-là, on se rend compte du pouvoir du politique dans l'aménagement urbain et de la nécessaire cohabitation entre ces deux entités qui ont assez peu d'approche au prime abord. Parfait, merci. Je pense qu'ici, il n'y a pas d'autres questions, donc on va terminer pour cette partie questions-réponses. Donc encore, merci beaucoup Michel pour cet exposé, surtout d'avoir ouvert les hostilités. On sait que ce n'est jamais facile d'être le premier. Donc ici s'achève notre premier thème. Notre prochain thème, notre prochain expert est Florian Di Giovanni qui va aborder le numérique et le BIM. Je tiens aussi à vous rappeler que si ce thème vous intéresse, vous pouvez trouver dans le chat le lien afin d'assister à ce prochain exposé. Donc voilà, ici se termine cette première présentation. N'hésitez pas à nous rejoindre et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, très bonne journée à tous.